Salut tout le monde, amis du soir, bonsoir, comment ça va? Eh ben bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien? Bon écoute, Bah écoute, nickel, hein. on a vécu une belle soirée de football, même 2 jours assez intéressants avec les clubs français qui ont fait le taf. Très très belle soirée, ouais, pour la Tous, Ligue des Talents. tous les clubs français ont fait le taf, vraiment bien comme il faut, sauf un, non mais c'est vrai, sauf un où il y a une déception, ça a sous-performé en termes de résultats, mais Ah voilà. non, mais faut le dire, Brussin, si le PSG n'a pas envie de nous aider pour l'indice UEFA, on C'est va se débrouiller ça, tout seul, hein. c'est Ah, ça se ça. cache derrière l'indice UFA Non maintenant. mais c'est vrai que c'est grave là, Tous les moyens sont bons, hein. Paris c'est le club français le moins bien classé pour le moment, Hmm. c'est assez C'est fou dingue. quand même. Eh ben on fera les comptes à la fin, C'est à la vrai. fin de la phase de ligue. Bon, les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission. Donc, comme promis, débrief de cette troisième journée de Ligue des Champions, phase de ligue encore une fois. On est avec Bruce. Comment ça va, Bruce? Ça va, tranquille. Bon, honnêtement, c'est comme j'ai dit, hein, on Calme. a eu des beaux matchs là, de Ligue des Champions et ça va se prolonger toute la semaine, et notamment avec les matchs de championnat qui arrivent ce week-end, donc on se régale. Au top, au top. On a Kanto aussi qui est là. Comment il va, Kanto? Bah écoute, ça va, agréablement surpris de la presta des clubs français. Et non, je ne suis pas déçu, je n'ai pas le seum, je suis très 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 content pour Brest qui fait un exploit qui là pour le coup est véritablement historique. Ouais, c'est vrai que tu étais avec Zal attendu au tournant hein, par rapport à l'émission de lundi. Oui, En tout cas, oui, c'est vrai que ça fait un joli match nul, une très très belle presta pour les Brestois. On va en reparler tout à Les l'heure. gars, Il y juste a- j'entends la télé Oui. chez quelqu'un, je dis ça au cas Ah, où. c'est moi. Ouais, Pardon, bah, désolé ok, les gars. putain. Ah, mais Tu j'avais veux, laissé tu le veux que je me débrief. fasse ban ou? Non, j'avais laissé juste le débrief, c'est pour ça. Il y a Scipion aussi, bien sûr. Comment il va, Scipion? Bah écoute, ravi, déjà hier Ouais. c'était pas mal, mais là encore une belle soirée de Ligue des Champions et franchement épaté par le LOSC, par Brest, Monaco et tout, honnêtement c'est que du positif avant les 5 dernières journées, ouais. Ok, parfait. Bah écoutez, on va pas tarder à entrer dans nos débriefs parce qu'on a 1 heure pour essayer de faire un tour le plus complet possible de cette troisième journée. Juste avant de commencer, bien sûr, Winamax, notre partenaire, vous le savez, on vous offre comme à chaque émission nos petits bonus. Vous déposez 100 euros sur l'application ou sur le site, c'est doublé en pari gratuit. Et puis, vous avez aussi le code hors jeudi, ce qui vous permet d'avoir un bonus de 10 euros. Merci beaucoup à Winamax de nous permettre de vous offrir ces deux petits cadeaux. Et puis, faites juste quand même attention avec ça. Jouez pas pour vous mettre dans la merde ou pour vous mettre en galère. Ça comporte des risques, le fait de jouer, de parier, perte d'argent, conflits familiaux, problèmes financiers, addiction. Enfin voilà, il y a plein de soucis avec ça. Et si vous êtes mineur, bah, vous n'avez tout simplement pas le droit de parier. Messieurs, on y va, c'est parti. On va commencer par un débrief je pense, le plus gros match hein, de cette troisième journée, le Barça-Bayern. Et puis, eh bien, le Barça qui prend sa revanche hein, contre le Bayern. Alors non, ce n'est pas du tout ça, Bruce, c'est pas... Mais ça, c'est pas moi, c'est Poineau qui gère Qui a fait clic-clic. ça? Non mais qui a fait ça, sérieux? C'est Poineau qui gère clic-clic. Poineau, tu dors déjà, poteau ou... Poineau. Oh, T'es sûr que ouais. c'est Poineau ou... Non, mais je pense qu'il voulait troller avec Dembélé, je sais pas, j'ose espérer. Ok. Parce que là, c'est bizarre. Ok, d'accord. Bizarre ici, hein, bizarre l'ambiance. Le Barça, messieurs, qui prend sa revanche après de nombreuses années de disette face au Bayern. Bruce, franchement, on a vu une prestation très, très, très aboutie des Catalans. Je sais pas... je sais pas depuis quand on n'a pas vu le Barça aussi bien jouer, en tout cas gagner dans un match avec autant d'adversité. Victoire 4-1 avec un très très grand Rafinha, Bruce. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai qu'on attendait toute cette semaine décisive avec 2 énormes tests contre le Real et le Bayern. On sait que le Bayern, ces derniers temps, a fait très très mal au Barça, donc forcément, il l'avait en tête et il voulait sortir un gros match ce soir. Mais voilà, ce soir, en tout cas, ça vient valider l'excellent début de saison du Barça et toutes les promesses qu'on a vues, parce que là, tu es capable de sortir quand même un très bon match contre un cadre européen, une équipe qui t'a fait très très mal ces dernières années. Donc honnêtement, en vrai, moi, je suis pas plus surpris que ça parce que je croyais en ce Barça pour le coup. Donc, c'est pour ça que j'attendais énormément cette rencontre. Il est en train de se passer quelque chose enfin du côté du Barça et tu sens qu'ils sont de retour au premier plan. En tout cas, je le pense. Et pourtant, tout n'a pas été simple au début, parce que c'est vrai que quand ils ouvrent le score rapidement, et t'as l'impression que ça a été limite contre-productif pour eux, parce qu'après, tu sais, ils étaient mal, entre guillemets, et le Bayern mettait une énorme pression, et tu sentais que dans le dos, ça pouvait passer souvent, et tu te disais, oula, c'est inquiétant pour le Barça, et puis il y a l'égalisation qui vient assez logiquement du Bayern. Et puis derrière, quand il y a l'égalisation du Bayern, bah, c'est l'effet inverse, c'est le Barça, justement, ils se remettent plus à jouer, à remettre un peu le pied sur le ballon, parce qu'on va pas se mentir, au début de match, ils touchaient pas trop le ballon. Et au final, c'est là qu'ils arrivent à accélérer et à faire des différences. Et honnêtement, cette équipe, bah, c'est un régal à voir jouer.
Voilà, bon, il y a des joueurs qu'on présente plus, mais Rafinha, son début de saison, il est extraordinaire. Tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. La finition qu'il a, c'est n'importe quoi. Quand tu vois les jeunes, bon, t'as Pedri qui, même s'il a beaucoup de pépins, très souvent, quand il est comme ça, qu'il est là en bonne santé, le mec, tu peux pas lui prendre la balle, c'est juste n'importe quoi. Tu vois Yamal, ce qu'il fait à son âge, c'est pareil. Dans les petits espaces et tout, t'as Casado qui peut envoyer des transversales de fou, qui lui aussi balle au pied, plutôt à l'aise. Tu vois Fermin, bref, tu vois l'équipe techniquement, c'est quand même un truc de taré. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Et quand tu vois le banc aussi et les mecs qui sont de retour de blessure, qui vont être réintégrés petit à petit, tu te dis, bon, ce Barça-là, s'ils sont à peu près épargnés par les blessures cette année, ils pourront peut-être espérer de très très belles choses. Ouais, tout à fait. C'est l'impression que donne ce Barça, un Barça de retour aux affaires. Quand on va parler de cette première période quand même du Barça, parce que le match s'est sûrement joué là. On va rappeler aussi, encore une fois, que Rafinha a peut-être fait le match de sa vie. Hein. Très honnêtement, tu mets un triplé contre le Bayern, c'est quand même assez énorme. Je veux pas te le remettre dans la figure, mais c'est vrai que tu étais un des seuls à voir le Bayern s'imposer sur ce match-là. Est-ce que tu as été impressionné par ces Barcelonais et jusqu'où est-ce que tu les vois aller justement ces Barcelonais, Kanto? Ouais, impressionné dans plusieurs sens parce que quand on a parlé un petit peu lundi de ce match-là, on disait que finalement ce sont deux équipes qui sont capables de produire offensivement, mais où on avait peut-être moins de certitude défensive. Euh, J'avais vu notamment sur le chat qu'il y avait une chose qui était beaucoup ressortie, que le FC Barcelone avait peut-être plus de certitude défensive que le Bayern Munich, et finalement c'est ce qui s'est vu ce soir. Bruce a bien résumé. Le Bayern encaisse rapidement dans ce match-là, et derrière il y a un réveil. Quand je vois l'égalisation d'abord refusée d'Harry Kane, et puis derrière une égalisation qui arrive avec surtout une possession et une capacité du Bayern à venir créer du danger, à venir vraiment étirer le bloc barcelonais sur le terrain et à s'installer dans la moitié de terrain adverse, je me suis dit, bah là on va avoir un Bayern qui va venir éteindre ce FC Barcelone. Et comme l'a dit Bruce de nouveau, finalement, quand le taf est fait, on sent que le Bayern se calme un petit peu au niveau des intentions, ou alors c'est surtout le coaching barcelonais qui vient faire en sorte que cette équipe du Barça se reprenne et arrive à reprendre les devants. Petite mention notamment à tous ceux qui avaient critiqué le choix de Bruce de prendre Rafinha dans le 11 combiné en disant qu'il stat beaucoup, mais que sinon dans le contenu c'était pas ça depuis le début de C'est l'année. extraordinaire. Ce soir, je sais pas si on peut Ah parler ouais. de contenu ou de stats, mais voilà, en tout cas, il a tué le match. Il a tué le match, il a tué ce Bayern-là. Ouais. Moi, Non, Kanto, non, juste si je peux rajouter un truc sur Rafinha, moi je suis pas loin de penser que sur ce début de saison, c'est le joueur le plus impressionnant tout court. Moi, en tout cas, c'est celui, je pense, qui m'impressionne le plus. Voilà. possiblement. En tout cas, pour répondre à ta question finale, Braque, quand tu me dis Ouais. où je les vois aller, bah, maintenant, on a envie on a envie de voir, on a envie d'en savoir plus sur cette équipe de Barcelone parce que bah, quand tu regardes la composition au début du match et que tu la compares à peut-être ce que tu pouvais voir il y a un an ou deux en arrière, Baldé, on l'a jamais considéré comme un top latéral. Koundé, c'est un nouveau Jules Koundé depuis l'Euro, mais auparavant, on savait que c'était pas un top latéral droit. Bon, Peña ce soir dans les cages, c'est un peu exceptionnel. Koubarsi, c'est un petit jeune. Martinez, on l'attendait pas à ce niveau-là. Casado, on le connaissait même pas encore il y a 2 ans. Firmin, c'est pareil. Rafinha, il était aux oubliettes l'année dernière. Enfin voilà, au final, on a que des jeunes ou des joueurs qu'on n'avait pas estimés à ce niveau-là. Et quand on voit un effectif tourner aussi bien, on espère pour Barcelone que ça ne sera pas qu'un mirage. Et je vois sur le chat que clairement Hansi Flick est célébré et on avait posé la question, Scipion, tu te souviens, pendant l'émission lundi, est-ce que Hansi Flick est la clé justement pour faire tomber ce Bayern? Je pense qu'il y a quand même pas mal contribué. Mais parlons aussi du Bayern quand même, parce que c'est vrai qu'on a vu quelques défaillances et c'est vrai que le premier qu'on a envie de pointer, c'est Manuel Neuer. Moi, j'ai fait un petit tweet sur lui, mais voilà, sur les 3 buts, en tout cas de Rafinha, tu as envie de te dire qu'il peut peut-être à des moments faire un petit peu mieux, mais ça n'a pas aidé ce Bayern-là, clairement. Oui, très clairement, quand tu parles de Manuel Neuer, tu évoques forcément un monument, mais tu as aussi Ouais. la crainte de faire la fameuse saison de trop. Et c'est difficile parce que c'est un mec qui est tellement monstrueux, qui a apporté des choses à l'Allemagne et à cette équipe du Bayern. Et même quand il était absent avec sa fameuse escapade au ski, voilà, qu'il avait 35-36 ans, tu pouvais voir qu'il était absent. Maintenant, tu peux commencer à te dire que voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, c'est bon, Iñaki Peña a été remplacé dans les cages. On n'a pas encore mis Papy Neuer à la retraite, mais qui sait, voilà, c'est peut-être
peut-être pour bientôt, parce que ouais, c'est vrai que tu le dis, il sent pas très bien les coups. Voilà, le deuxième but, il sort un petit peu à retardement, il percute son coéquipier. C'est pas très très bien senti. Après, malheureusement, j'ai pas envie non plus que de pointer du doigt Neuer. C'est aussi Non, non, une, bien sûr. voilà, je me doutais que tu allais dire ça, mais Un peu le c'est vrai symbole, en que fait. exactement. Mais la défense, bah, malheureusement, j'ai revu Il des n'est pas failles aidé, que ouais. Ouais. j'avais déjà aperçu l'an passé face au Real, il y a 2 ans contre City, avec voilà, Upamecano qui peut être un petit peu dans le dur, Kim qui passe à côté. Voilà, c'est un Bayern quand il prend l'eau, malheureusement, on n'a plus cette défense aussi impériale. Et pourtant, sur le début de saison, ils étaient plutôt bien revenus. Là, ce soir, ça a cédé. Et pourquoi ça a cédé? Parce que tu as la meilleure attaque du monde en ce moment en face, tu as les extraterrestres, tu as les individualités qui se trouvent parfaitement. Et pourtant, je trouvais que le Bayern avait été intelligent sur le fameux piège du hors-jeu. Voilà, le premier but de Kane avait été refusé pour ça. Ça s'était joué à un petit bout de genou et un crampon. Mais tu as pu voir que sur le basculement d'Olysée, ils avaient quand même un petit peu anticipé. Et c'est vrai que Flick a joué un petit peu avec le feu parce que tu te disais, tu as les 2 lignes qui étaient proches de 20 mètres en termes de bloc. J'ai rarement vu ça. C'était assez audacieux et c'était un vrai risque. C'est pour ça que j'ai envie aussi de voir le fameux Classico avec Vinicius, tout ça, parce que je pense qu'il aura la même approche et ça peut être encore plus intéressant. Mais finalement, Flick n'a pas abandonné cette idée-là. Son Barça n'a pas failli après l'égalisation du Bayern. Il s'est repris et voilà, on a vu un Barça qui, au départ, laissait le contrôle du ballon, prendre confiance. C'est même pas étouffer le Bayern, mais c'est tellement tranchant sur contre-attaque. Ça, c'est l'école Flick, c'est sa patte, c'est-à-dire que tu as des mecs qui sont tellement techniques et tellement faciles au départ que si tu les mets en bonne condition, tout le monde adhère à son projet de jeu et ça part très très vite. Et tu peux voir que Lewandowski, Yamal, Pedri, Rafinha, tout le monde est à 100%. Casado pour récupérer le ballon, même Fermin a fait un match Et super puis, courageux. les Tu vois. transversales, c'est là où cette Ah équipe, ouais. tu vois les jeunes, mais tu vois Ah, je suis Casado, d'accord. tu vois Yamal, tu vois, bon, même Koubarsi, même t'as l'impression que n'importe qui quasiment peut envoyer des transversales de 50 mètres comme si c'était une passe facile à faire. Mais c'est trop, les parpaings qu'ils envoient téléguidés, mais personne n'a ça. C'est là où ils sont trop forts aussi. C'est n'importe quoi la précision des mecs, n'importe quoi. Par contre, C'est exactement ça, ouais. pour le Bayern, cette incapacité à avoir une régularité, une constance, et surtout dans le secteur défensif, moi, ce match-là m'a beaucoup rappelé, notamment en début de saison, la prestation face à Wolfsburg, où ils prennent un doublé de Lovro-Mayer, où en l'espace de quelques minutes, tu sens qu'ils perdent complètement le fil du match et que défensivement, ils prennent l'eau. Et justement, après quelques semaines, on se demandait, on se disait, bon, voilà le principal chantier de compagnie, au-delà de son secteur offensif, ça allait être d'arriver à trouver une certaine stabilité défensive. Et ce soir, je crois qu'on a la réponse, c'est que cette équipe du Bayern, quand elle se met en opposition et qu'elle affronte une équipe avec une grosse qualité technique, elle n'est pas capable de défendre correctement. Et c'est ça le vrai chantier de compagnie dans les semaines et dans les mois à venir. Pipion, vas-y, on te laisse finir. Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Kanto, et pourtant, je crois qu'il y a eu un quadruple changement de la part de compagnie à un moment donné, où il fait sortir quasiment tout le monde et tout pour dire bon on passe à côté. Pourtant, bon, la compo elle est ce qu'elle est, mais voilà, Thomas Müller, c'est un peu comme Neuer en 2024. J'ai un peu plus du mal. Je pense que voilà, on arrive sur les derniers balbutiements d'une grande légende, et même tu vois l'entrée de Coman, il est maladroit. Bon, il y a des choses qui vont pas, mais tu as un tel effectif. Mine de rien, compagnie, en tant que coach, évidemment, en tant que joueur, il a fait je sais pas combien de campagnes de LDC, mais en tant que coach avec ce Bayern-là, il redécouvre une certaine pression. Et ce match-là, il a implosé face à un coach qui avait bien préparé son truc lui aussi. Mais je me dis que ce Bayern-là va encore progresser, de toute façon, à une très très grosse marge de progression. Mais tu as un tel matériel que eux, s'ils sont pas prêts là, peut-être qu'ils le seront en mars-avril. Attention, mais là, ils sont juste tombés sur la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Ouais, alors juste pour info, les amis, on a des petits problèmes avec Clic qui nous permet de vous balancer les assets. Donc on est dessus, on essaie de On faire au voit mieux. les compos là, Mais c'est déjà pas mal. voilà, on est dessus et Poineau fait le max pour essayer d'être le plus précis possible sur ça. Parlons des joueurs, des individus. On va essayer d'être un peu concis, les gars, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir par rapport à cette troisième journée. Donc, soyons juste concis. On va faire un petit top-flop de cette rencontre. On fait le tour et puis derrière, on avancera sur les autres rencontres. Pipion, on te laisse commencer. Top et flop, autant que tu veux, comme tu veux. Les tops, c'est la soirée cadeau. Là, tu peux, franchement, la prestation de Casado, tu vois, pour un mec qui découvre la LDC, encore une fois, l'école La Masia, c'est tellement fou à quel point les gamins qui sortent
Chaque année, t'en as un ou deux, mais à chaque fois, c'est pas juste un ou deux pour faire le nombre. C'est un ou deux cracks. Les mecs, ils mettent la barre tellement haute, c'est juste épatant. Et Casado, voir le match qu'il fait encore ce soir, je suis juste bluffé parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui a 10-15 ans de bouteille et voilà, qui est un joueur qui connaît par cœur ce Barça-là. Donc, franchement, chapeau. J'adore aussi le match de Pedri. Comme l'a dit Bruce, quand il est épargné par les blessures, c'est un milieu de terrain C'est n'importe quoi. qui donne pas l'heure, hein, tout simplement, Ouais, qui c'est est à grave. la table des très très grands. Et puis Rafinha, comme l'a dit aussi mon ami Sebru, c'est plus que cette régularité, c'est aussi ses stats, c'est un leader. En plus, tu vois, il a le brassard de capitaine. Quand j'ai vu le brassard qu'il allait échanger le fanion au début, je me suis dit, ah, c'est quand même quelque chose, tu vois, capitaine du Barça. Et le mec derrière, il a assumé, donc Ouais, non, chapeau. ouais c'est fort. Bruce, je te laisse enchaîner, pareil. Ouais, bah. Je pense que c'est vrai que les flops, ils vont plus être du côté du Bayern. Oui, non, mais du côté du Barça, tu vas pas ressortir de flop. Voilà, mais Ouais. moi, c'est vrai que Pedri, c'est choquant. Fermin aussi. Fermin, mine de rien, sur les 2 premiers buts, si je dis pas de conneries, c'est lui qui est à l'initiative. Donc, c'est pas rien. Mais en fait, ils ont tellement de jeunes joueurs qui ont peur de rien, qui sont à l'aise techniquement. Moi, c'est ça qui me choque. On le sait que les mecs sont techniques et La tout. maturité. Mais comme on l'a dit, ils ont peur de rien. T'as l'impression que ce groupe et ces jeunes, ils ont peur de rien. Tu vois, encore une fois, Yamal, on en parle tout le temps, mais il joue contre le Bayern. Le mec, il tente des petits ponts, toujours entre deux mecs et tout. Tu vois, les mecs, ils ont peur de rien. Ils sont sûrs de leur qualité, de leur force, peu importe leur âge. Et ils se disent, on peut fracasser n'importe qui en face. Et c'est pour ça que ce groupe est très fort en ce moment, parce que tu as des joueurs expérimentés. Bon, bien sûr, tu as Lewandowski qui fait aussi un début de saison de taré, qui est ultra précieux, qui met énormément de buts et qui est plus connecté avec les autres, peut-être que par le passé, en tout cas au Barça. Voilà, et tu as Rafinha aussi qui assume son statut du début de saison, qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est une équipe, franchement. Moi, ça me fait plaisir de revoir le Barça comme ça. Parce Mm. que voilà, c'est une philosophie de jeu, ça respire le foot, ça joue au ballon, ça fait confiance aux jeunes, ça n'hésite pas. Et voilà, et je rajouterai un truc aussi, Flick, parce qu'on parle de top, on a parlé un peu de Flick. Moi, c'est vrai que je pouvais avoir des doutes. Et voilà, tu sais que j'ai pas un grand amour pour certains coachs allemands. Bon, Nagelsmann en tête d'affiche. Flick, c'est pas que j'ai quelque chose spécialement contre lui à la base, mais j'attendais de voir. Et force est de constater que pour le moment, le boulot est monstrueux. Donc voilà, faut aussi le louer pour ça. Il a du matériel, hein, de toute façon, l'ami Hansi Flick. Kanto, on finit avec toi, du coup, sur les tops et flops. Qu'est-ce que tu as envie de ressortir, toi, de cette rencontre? Je fais confiance parfaitement à mes deux compatriotes Ouais, pour le top. Mes deux compatriotes. ok. Et voilà. Pas de flop? Bon, écoute, comme j'ai précisé tout à l'heure, pour être honnête, j'ai pas vu la fin, donc je vais m'abstenir de donner des tops et des flops. Allez, ça marche. On avance, du coup, messieurs, on passe au club français. Il y a 4 rencontres, il y a 4 scénarios un peu différents, c'est ce qui est assez cool. On a eu un Monaco qui a parfaitement dominé son sujet, qui a passé une soirée assez Il y avait une tranquille. vraie différence, ouais. On a le Paris Saint-Germain qui est passé à côté, contre-performance très claire du PSG. Pas passer à Brest. côté. Ils savent pas finir des actions, c'est différent encore. Oui, je non, trouve. au final, on en revient à la même chose. Tu Non, passes à parce côté, que passer à côté- tu gagnes pas. Non, Passer mais à moi, je te côté, parle moi, pas quand. sur le terrain. Je Ouais, te parle mais. d'un point de vue résultat. En fait, c'est que moi, je vois passer à côté quand tu fais un non-match, t'arrives même pas à dominer chez toi ou ce que tu veux, tu vois. C'est ça pour moi, passer à côté. Là, c'est le problème qu'ils ont, c'est la finalisation des actions, tu vois. C'est plus ça, quoi. Parce qu'il y avait quand même une différence entre eux et le PSV. Enfin, c'est mon ressenti. Ok. À côté, on a eu Brest. Brest qui parvient quand même à accrocher un nul face au Bayer Leverkusen. Sacrée performance des Brestois, on va en reparler aussi. Et puis, donc, la victoire incroyable du LOSC. Victoire assez folle. Alors, comme je sais qu'on ne peut pas voir tous les matchs, messieurs, c'est simple. Hein, vous allez chacun donner un petit peu votre sentiment sur la prestation qui vous a le plus travaillé, en tout cas, parmi les clubs français. On va commencer avec toi, Scipion, aujourd'hui, parmi ces 4 matchs-là. Duquel tu as envie de parler, lequel est-ce que tu as envie le plus de mettre en avant? Tu me connais, hein, moi, s'il fallait, je parlerais de toutes les rencontres. Je Hein, sais bien, mais même malheureusement, de Salzbourg-Zagreb. Mais tu as raison. raison de me restreindre, tu as raison de me canaliser. Pas le choix. Non, évidemment, il y a eu beaucoup de très belles perfs, mais il faut parler de Lille, quoi. Il faut parler du LOSC, Ouais. qui avec une équipe bis, sans trop d'attente, en se disant, bon, écoute, on va préparer le derby face à Lens samedi. Il y a le petit Touré qui a ligné d'entrée, qui perd ce ballon, qui donne un but à Alvarez. Tu te dis, il y a tout pour être une soirée galère. Et mine de rien, c'est un Atlético qui a pas su terminer derrière, qui a été un petit peu maladroit. Ils ont Et eu du les coup, au fur et à occasions, mesure- pourtant. Ouais, Griezmann, tout ça, qui a fait un Sorloth, vrai bon ouais. match. Et petit à petit, en fait, Lille commençait à se dire
c'est pas on y croit, mais bon, voilà, c'est pas non plus un Atlético qui a un rouleau compresseur. La spéciale de Zegrova pour égaliser en disant bah tiens, voilà, on peut pourquoi pas y croire. Et puis derrière, bah il se passe ce qui se passe avec cette fameux penalty. Il faut en parler évidemment parce que le Alors là, penalty, par contre, faut vraiment qu'on nous Mais c'est explique quoi? ce qui s'est C'est une passé. main du coup de Coquet? C'est bah, quoi le je pense que c'est la poussette parce que Coquet, tu regardes l'action, il se désintéresse du Mais ballon, la donc c'est la poussette, légère elle est poussette. là, c'est Il y a léger. pas grand-chose en vrai, les On gars. est d'accord. Franchement. J'ai envoyé l'action à un de mes collègues arbitres. Ce n'est pas Laurie Julien, c'est un collègue arbitre et tout, qui est arbitre en national. Et il m'a dit, bah non, c'est ahurissant, quoi. Il y a La absolument poussette rien. de Fermin sur Kim, elle est beaucoup plus visible Ouais, et marquée pour voilà. le coup, tu vois ce que je veux dire? Donc honnêtement, pour moi, c'est un truc extrêmement généreux. C'est le coup de pied, ouais. Honnêtement, moi, j'y crois pas trop. Après, écoute, l'arbitre s'est trompé. Avec la VAR en plus, il a même pas allé vérifier tout. C'est vrai que le LOSC et plusieurs supporters lillois m'avaient dit il y avait des trucs bizarres contre Aston Villa avec la main de Matikash. Il y a des confrontations contre l'Ajax. C'est un club qui, dans son histoire, a été un peu malheureux sur les dernières confrontations européennes. Donc écoute, ils en profitent ce soir. Bah tant mieux. Écoute, franchement, ils prennent ça. Et derrière, ils se lâchent. Le deuxième but de David qui vient, c'est la première fois de l'ère Simeone que l'Atlético perd à domicile par plus de 2 buts d'écart. Enfin, par 2 buts d'écart quand même. Je pense qu'il faut qu'on se rende compte de ce que Lille a fait ce soir. Et c'est une perf qui est incroyable, qui est dans la continuité de sa victoire contre le Real. Alors certes, ils ont fait tourner, mais voilà, ils ont eu le destin, un petit coup de pouce avec eux. Ils y ont cru, ils ont fait une seconde période remarquable. Donc franchement, j'ai juste envie de tirer mon coup de chapeau à Genesio, à cette équipe qui voilà, a su saisir cette opportunité assez dingue parce que tu pouvais quand même te deviner une soirée très très compliquée après les 10 premières minutes. Au président Létang, parce que c'est plus que voilà, le résultat de ce soir, c'est une très très bonne gestion. On rappelle qu'il a récupéré un club largement endetté. On se demande par qui, tiens. Et du coup, là aujourd'hui, Lille est un club qui est très attractif et vraiment bien géré et qui en plus voilà, sait avoir des résultats européens. Enfin franchement, c'est fou quoi, l'enchaînement Real Atlético. Si c'est un autre club, on en parle tout le temps. Ouais, il faut vraiment plébisciter ce qu'a fait le LOSC avec encore une fois des joueurs pleins de personnalité. J'ai parlé de Zegrova, tout ça. Enfin, en plus, tu revois la liste des absents avec Thiago Santos qui s'est fait les croisés, André Gomes qui est pas qualifié, les Ben Taleb, tout ça, Haraldsson. Enfin, franchement, ils y sont allés un petit peu au culot et que cette équipe remaniée, finalement, comme pas mal d'équipes françaises dans cette LDC Nouvelle Formule, écoute, ils commencent à y croire et tant mieux. Franchement, on a des équipes françaises qui sont sans complexe et moi je valide tellement ça parce qu'on se dit que ça peut regarder Leverkusen dans les yeux, ça peut regarder Atlético dans les yeux, ça peut aller chercher le Real. Franchement, il y a une très très bonne vibe qui se passe depuis un mois et demi pour Brest, Monaco et Lille et moi je suis ravi. Je sais pas si l'idée de cette nouvelle formule aide les clubs français, tu vois, le fait de se dire que tu connais tes adversaires, mais tu as le temps de te poser dans la saison. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc. Les clubs, comme tu l'as dit, jouent beaucoup plus décomplexés, je trouve. Il y a moins cette pression, en fait, Il y a moins de du pression du résultat. résultat parce que tu sais voilà, que tu as c'est le ça. temps. Tu sais que tu as le disais. temps. Ouais. Et oui, non, pour aller dans ton sens, Ouais. Braque, peut-être un mot sur Monaco, j'en profite. Vas-y, justement. Un mot rapide, pourquoi? Parce que c'est une mission accomplie finalement, et pour Monaco, on en est presque au point où on est frustré de ce déplacement à Zagreb, où ils ont eu un match qui était joué sur une pelouse impraticable, parce que sinon il y aurait pu avoir le plein. On rappelle, victoire face au FC Barcelone en ouverture de Champions League pour eux. Un des premiers exploits français dans cette compétition. On avait eu déjà C'est l'exploit vrai de que les Brest. clubs espagnols, c'est nos petits pour le moment. Ah bah là, oui. C'est un truc de fou. Les Barça, avec Real, Lille- Atlético, les avec trois Lille, gros déjà, qui a fait- espagnols, ils sont passés. Gérone ouais, aussi, Gérone. Hein. Oui, Gérone. Et quelle claque Oui. contre Gérone. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est nos petits. C'est ouf. Non, mais c'est vrai que Monaco, on avait quand même des attentes envers eux. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui nous montre de belles choses. C'est une équipe qui joue la qualification et qui avait l'opportunité de recevoir une équipe qui a montré des difficultés à se déplacer, notamment sur la pelouse de l'Inter où il s'était incliné 4-0. Donc on attendait une victoire impérative de l'AS Monaco. Il fallait le faire et après, seulement quelques jours après un gros match, déjà si on prend la trame un petit peu, il y a eu une grosse pause internationale. Derrière, il y a une reprise face au LOSC qui a été difficile pour l'ASM et derrière on enchaîne avec la Ligue des Champions pour un match où ils ont l'obligation de gagner. Et voilà, ça a été une partition. Ça a été une partition avec un bon Minamino, avec un Bolo qui marque et ça va lui faire beaucoup de bien pour prendre confiance, avec Akliouche qui continue Lui, c'est d'être trop, lui. étincelant match après match. Et je crois que c'est Scipion tout à l'heure qui a tweeté Didier l'oublie pas, mais bon, j'ai du mal à voir comment il serait pas en équipe de France.
voilà, Monaco avait la pression du résultat. Pour le coup, tout à l'heure, tu disais que les clubs français étaient décomplexés, ce qui est complètement vrai. On sent que Lille est décomplexé à l'image, enfin à l'idée d'aller jouer face aux gros. Monaco est décomplexé à l'idée de jouer face aux gros et tout le monde est un peu comme ça. En disant bon, bah écoute, si on perd, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste normal. Et quoi qu'il arrive, on aura les points pour aller au barrage et notre objectif sera accompli. Ben là, pour le coup, il n'y avait pas la pression zéro pour Monaco. Il fallait gagner et ils l'ont fait avec la manière. Donc voilà, encore une fois, bravo à Monaco qui a fait le travail. J'aime beaucoup, hein, moi en tout cas personnellement, cette équipe de Monaco. Je trouve que c'est peut-être une des équipes les plus cohérentes qu'on ait en tout cas dans le championnat parmi le pool d'équipes françaises. L'équipe la plus cohérente. Hein, ah non, mais je trouve que cette équipe-là, même dans l'équilibre défensivement, surtout en fait, sur tous les aspects, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques joueurs qui vont avoir du mal sur le plan offensif. Tu as des joueurs qui, comme Ilnikena, comme Mbolo, qui a peut-être pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. J'en parlais tout à l'heure en stream, mais je veux dire, je pense que quand Monaco se sera complètement mis au point offensivement parlant, je pense que cette équipe elle va être mais littéralement redoutable. J'en suis convaincu. Je pense qu'ils peuvent faire vraiment une très très grosse saison. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Oui, à 18h, ça parle de lui pour une prolongation parce que mine de rien, il est invaincu depuis avril. Tout le monde adhère à son projet. Et moi, ce que j'aime, c'est que tu as plein de profils qui peuvent se permuter. Enfin, tu vois, Ben Seguir, la première mi-temps, elle n'est pas très très bonne contre l'Étoile Rouge. Il sort, tu fais rentrer Golovin. Et tu vois, si tu as Ben Seguir qui est moins bien, tu as Minamino et Akliouche qui peuvent prendre la lumière et vice-versa sur le match suivant. Enfin, t'imagines, tu as tellement de profils super intéressants. Comme vous dites, Monaco, aujourd'hui, c'est l'équipe peut-être... T'as des mecs capables d'envoyer des partants de 30 mètres aussi. Singo, il est totalement fou. C'est n'importe quoi la frappe. Le but est exceptionnel. Et ça, c'est les équipes pareilles où tout va bien, ça se permet des choses, tout le monde est en confiance, ça joue bien. C'est incroyable le foot quand tu vois une équipe en confiance ou des mecs en confiance. Sur le banc, il y a encore quelques mois en arrière, tu avais Steph Clement quand même qui n'arrive absolument à rien faire de cette équipe. Oui. Donc c'est dire aussi le cheminement vers Adjuter a été quand même périlleux et long pour Monaco, qui s'est séparé de Jardim, qui a repris Jardim. On est passé par du Kovacs, par du Clément. On a eu une sorte de valse d'entraîneur où on n'arrivait pas à trouver la bonne formule à l'AS Monaco. Et comme le dit Scipion, à 18h maintenant, il s'agirait de le blinder parce que on voit que ça prend. Et Monaco en plus a les capacités financières, je pense, de conserver ces quelques pépites, peut-être une année ou deux en plus, et n'a pas un besoin urgent de moyens financiers. Et quand bien même, en fin de saison, ils vendraient des Magnès Akliouche, Monaco sait vendre. Donc pour le coup, on n'est pas du tout inquiet pour cette ASM-là. Ouais. Et Monaco, ça peut être un très bon club tremplin. Tu sais, tu peux passer de Monaco direct à un top club européen. Tu n'es pas obligé d'aller en Allemagne ou je sais pas où, tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que tu peux les conserver peut-être un peu plus, surtout avec ce qui se passe là. Les mecs, ils vivent bien, ils sont heureux là-bas, ils jouent la Ligue des Champions, tout se passe bien, donc la vie est belle, quoi. Non, ça bosse très très bien, Monaco, ça bosse très très bien. Bruce, je pense que tu as forcément envie de parler du Paris Saint-Germain. Peut-être dire un mot. Tout à l'heure, tu avais déjà un petit peu embrayé sur cette rencontre, en tout cas sur... Bon, alors je sais pas comment appeler ça, une sous-performance, un match raté, un manque cruel de réalisme, je sais pas, il y a peut-être beaucoup d'adjectifs. On peut parler de Luis Enrique aussi, mais Bruce, je te laisse embrayer sur le PSG forcément. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce match? Pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un non-match dans le sens où tu es au-dessus du PSV, tu te crées beaucoup d'occasions. Après, on savait que l'un des plus gros problèmes du PSG cette saison, ça aurait été à la finition. On le savait déjà dans la construction de l'effectif que devant, il n'y avait pas de tueur. Tu as Ramos qui, lui, peut apporter ce truc-là, mais on sait que Luis Enrique à la base le kiffe pas, puis malheureusement, il s'est pété. Mais sinon, t'as pas de tueur. Je veux dire, Dembélé, semaine après semaine, on constate la même chose et c'est comme ça depuis X temps, donc il n'y a pas de surprise. Barcola, moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que Barcola, il est encore jeune, etc. En championnat et tout, il fait le taf. Bon, en Ligue des Champions, quand le niveau parfois s'élève un petit peu, on l'a vu. Malheureusement, il y a quand même ses occasions et tout, mais tu sens que c'est pas peut-être le même confort pour le moment qu'en championnat, mais c'est normal. Mais après, il y a toujours ce truc avec ses faux numéro 9, H24 et tout, tu vois, que ce soit Lee, Asensio, ce que tu veux. Moi, je te dis la vérité, autant tenter Kolo Muani dans un rôle comme ça, plutôt que toujours tenter des faux neufs, etc. Moi, c'est ça un peu qui me saoule, mais je trouve que c'est dommage que le PSG n'ait pas ciblé ce problème-là dès le début, parce que nous,
dès le début de saison, et pourtant on n'est pas les plus grands spécialistes du monde en foot peut-être, mais je veux dire, on sentait tous qu'il y allait avoir un souci au niveau de la finition et qu'il manquait peut-être au minimum un tueur devant le but. Parce que dans un match comme hier et dans les matchs de Ligue des Champions, oui, tu fais énormément de tirs, oui, tu tapes à chaque fois les poteaux, ce que tu veux, mais si tu te crées les occasions en soi, donc si tu avais au moins un tueur dans la surface ou aux alentours, sur un match là, comme contre le PSV, tu le gagnes le match. Donc c'est ça qui est dommage, parce que tout n'est pas acheté, tout n'est pas parfait bien sûr, mais tout n'est pas acheté dans le sens où tu te crées quand même pas mal d'occasions. C'est ça qui est dommage. Et Ouais. Hakimi, pour le coup, très bon. Tu vois, des fois, moi, Hakimi, je tombais dessus au PSG, notamment la saison C'est l'homme passée du et match. tout. Hein. C'est vrai qu'Hakimi, tu vois, pour le coup, bon, ça frappe. Ils ont enfin marqué dans le jeu en Ligue des Champions. Benitez se trouve un peu, on va pas se mentir. Mais Hakimi, pour le coup, volontaire, tu vois, bon état d'esprit. Lui, il propose beaucoup sur le côté, il fait beaucoup de choses, donc très bien. Mais c'est vrai qu'il y a de l'insuffisance. Mais encore une fois, ça se traduit par le manque de finition parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut aussi devant, quoi. Ouais, Kanto, je t'ai entendu, toi tu voulais parler de Luis Enrique, hein, j'ai l'impression. Non, non, je t'ai dit, demande à Luis Enrique quand t'avais dit que t'avais pas la réponse, demande à Luis Enrique, vu qu'il veut jamais rien nous expliquer parce que les gens Oui, sont c'est trop vrai, cons c'est et les vrai. journalistes sont trop cons. Ouais, Voilà, c'est vrai. j'aurais bien aimé que de temps en temps il m'explique. Non, mais je vais en profiter pour embrayer. On n'est pas nécessairement étonné non plus de ce résultat du Paris Saint-Germain. On avait eu un débat assez houleux avec Zal lundi dans Hors-jeu, où on avait des points de vue différents, où lui pensait que le PSV était capable d'accrocher le PSG, et moi je remettais en question cette approche-là. Les gens n'ont pas bien compris, j'ai bien compris ça dans le chat, qu'ils n'ont pas compris que je ne voulais pas dire que le PSG allait atomiser le PSV, mais que le PSG aujourd'hui, à ce stade-là de ce projet, la stature du PSG, le PSG n'est pas censé douter de la réception à domicile d'un PSV Eindhoven, Normalement non, normalement non. simplement parce que c'est une équipe qui marche bien dans son championnat national. Le championnat, le championnat hollandais, et j'ai déjà dit ce que j'en pensais lundi, il est ce qu'il est, il y a des équipes de qualité, mais au global, le niveau n'est pas faramineux, et on l'a vu, le PSV qui est un ogre là-bas, qu'on a vu jouer face au Paris Saint-Germain, n'est pas une équipe qui est censée être une top équipe en Europe. Et non, Krimbo, je me suis absolument pas trompé vis-à-vis du PSG. Pourquoi? Parce que 5 minutes avant ma prise de parole sur ce match-là, j'avais précisé, notamment quand on parlait du OM PSG, que ce PSG-là ne me faisait pas peur, alors que l'Olympique de Marseille ne me donne pas satisfaction depuis le début de l'année. Donc si l'OM me donne pas satisfaction, mais que je les vois quand même dans la possibilité de gagner face à un PSG qui ne me fait pas peur, c'est que je m'attends à ce que le PSG puisse faire des contre-performances en Europe. Et comme toi et comme tout le monde, j'avais déjà vu ce PSG-là face à Girone, et ce PSG qui avait été en difficulté pour arriver à marquer. Et là finalement c'est un petit peu un match qui est similaire. Tu joues pas trop mal sur le contenu, tu arrives à te créer des occasions, par contre tu as des problèmes à la finition. Et moi je ne suis pas étonné de voir ce PSG-là euh, montrer quelque chose de bon, mais ne pas avoir suffisamment de peut-être de qualité individuelle pour arriver à bouger une équipe du PSV. J'ai vu dans les commentaires aussi sur hors-jeu que je me trompais de sujet, que je comprenais rien au PSG, parce que justement ce PSG-là est fort collectivement, mais n'est pas fort individuellement. Bah, ce soir, va falloir, enfin pas ce soir, hier soir, il faut m'expliquer ce qu'il a manqué alors. Parce que pour moi, ce qu'il a manqué, c'est une individualité qui est capable à un moment donné de te mettre ce but qui est précieux. Ce qui Ils, n'a pas été le cas ils au sont PSG. au-dessus du PSV, mais ça on le Et bien sûr, savait avant le bien match, et sûr. sur ça t'as pas tort. La seule question qu'on pouvait se poser, et on le dit depuis le début du PSG, c'est la finition. C'est le truc, c'est le doute avec eux. Ils peuvent se créer des taquets d'occasion, on ne sait pas s'ils vont réussir à convertir une occasion. Donc on en revient toujours à la même chose avec ce PSG-là. Mais après dans le jeu et collectivement, même à la récup et tout, ils récupèrent quand même les ballons, ça joue un peu mieux C'est un ensemble match d'une plein. certaine manière. Mais après ils ont certaines limites, et la plus grosse limite aujourd'hui c'est offensivement. Parce que si hier, tu as un vrai buteur devant ou un mec de surface, tu gagnes le match 3-1, on n'a pas le même discours. Le match, on aurait tous dit, bon, écoute, c'est un match sérieux du Ah, PSG, ils sont créés pas mal d'occasions, ils étaient bien au-dessus du PSV et ils ont gagné. Le truc, ils ont les occasions, mais ils sont incapables de finir. Donc. Vas-y Kanto. non, non, bah, je rejoins à 100% ce que dit Bruce. Voilà, moi ce PSG-là, j'ai dit que je voyais pas un grand PSG, que je voyais un bon PSG collectivement, mais qui manque parfois ses joueurs. Quand Barcola n'est pas capable de faire les différences presque à lui tout seul, bah, il manque ses joueurs pour marquer des buts. Il manque un top attaquant, un top 9, je l'ai déjà dit lundi dans hors-jeu.
Mais au final, non, je me trompe pas de combat et je pense pas être à côté de la plaque quand j'analyse ce PSG-là. C'est un PSG qui, collectivement, est intéressant, mais qui a besoin d'être clinique ou qui a besoin d'un exploit d'un de ses joueurs pour arriver à marquer. Et ce n'est pas normal. Quand on est une grande équipe, ce n'est pas normal d'avoir autant de difficultés à marquer des buts importants. Et surtout, quand tu vises une grande campagne européenne, tu vas avoir besoin d'un tueur devant les cages. Et comme l'a dit Bruce tout à l'heure, on n'est pas des génies du foot et pourtant, on était tous apte à dire en début de saison que Gonzalo Ramos n'était pas dans les petits papiers l'année dernière de Luis Enrique, que Colomani n'est pas un neuf qui a ce profil tueur devant le but et qu'il allait peut-être manquer ce profil-là. On a vu Asensio en faux neuf, on a vu Kangin en faux neuf, on a vu plein de gens qui jouent neuf ou qui jouent faux neuf. On a besoin d'un vrai neuf, on a besoin d'un vrai tueur au PSG, c'est ce qui manque. Voilà, c'est ça le bilan de cette équipe-là. T'inquiète pas, mon jeune frère Kanto, on va l'avoir, t'inquiète. Si je vois que je peux juste rajouter un petit truc, j'ai trouvé Warren aussi très bien en jambes, capable de casser les lignes balle au pied, tu vois, alors qu'à un moment, je le sentais peut-être un peu plus émoussé, tu vois, et là, je l'ai trouvé vraiment bien par contre. Ouais, il a fait une. Surtout, je trouve, sur la première période, il a apporté énormément. Il je a sentais qu'il faisait des diffs, il était bien en jambes. Il était très présent. C'est le Warren qu'on aime voir, parce qu'on sait très bien que Zaïre Emery, ces derniers temps, il traversait un peu une période compliquée, mais bon, on espère que ça va revenir pour lui. En tout cas, moi, mon seul problème, c'est ce que vous avez résumé finalement, c'est vraiment Luis Enrique. Je trouve que parfois le football, et comme vous l'avez dit tous les deux, on n'est pas des spécialistes, hein, mais parfois il y a des choses en fait qui sont assez simples, il y a des choses qui sont assez basiques et tu as juste à les faire pour trouver de l'efficacité, pour trouver des solutions. Là, le problème, quand tu fais par exemple rentrer Colomboigny à la fin, tu as presque envie de te dire que c'est trop tard parce qu'en fait, tu as passé quasiment tout le match à courir derrière, de une pour essayer de revenir au score et après de deux pour essayer de gagner ce match-là. Mais tu te dis, si le gars d'entrée de jeu, il se dit on va faire des choses simples aujourd'hui parce que peut-être que c'est pas la meilleure période. Vitinha, il est sur le banc, on sait pas pourquoi. Luis Enrique, dans sa tête, il a le Barça. Hein. Enfin, il a le Barça de l'époque. Il il se dit, je veux faire jouer mon équipe comme ça, sauf qu'il a pas les joueurs du niveau du Barça qu'il a eu. C'est ça la nuance. C'est ça le problème. Si Vitinha est sur le banc, pourquoi il est sur le banc? Est-ce que c'est parce qu'il est encore trop court, parce qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau? Mais alors, si tu peux pas mettre Vitinha, fais des choses simples en fait. Ne te prends pas la tête. Si tu n'as pas les meilleurs joueurs à disposition, ou alors la meilleure forme de tes joueurs pour pouvoir faire ce que tu as vraiment envie d'imprimer dans ce PSG, fais des choses simples. Et on a l'impression que ce mec-là, moi je suis pas contre, je suis pas un anti-Luis Enrique, mais parfois tu as envie de lui dire arrête de t'entêter en fait. On a compris que tu étais un génie dans ta tête, que tu pensais que tu comprends mieux le foot que tout le monde, mais il y a des moments où juste un peu de simplicité et puis on est content quoi. Et ce match-là, je suis persuadé que tu le gagnes, mais tranquille, sans trembler. Là, en fait, ce qui me saoule, c'est que moi, je suis quand même plutôt d'accord avec Kanto sur le rapport de force. Face au PSV, normalement, ce match-là, c'est 3 points assurés, c'est une victoire assez tranquille, on peut trembler contre n'importe qui, mais normalement, un match comme ça, tu le gagnes. Tu vois, quand tu fais la liste des matchs, tu coches cette rencontre-là, tu te dis là, les gars, on prend 3 points. Il y a là, même pas des gros matchs qui arrivent. Et là, en fait, en tant que supporter du PSG, j'ai tremblé. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Sachant, comme tu le dis, que derrière, il y a encore des Atlético, des Manchester City, des je sais pas qui. Donc, voilà. Les barrages, on y est déjà sûr pour le PSG, mais il faudrait essayer de finir un peu haut, quoi. Ouais, parce que là, ça même va Stuttgart. Et même Stuttgart. Stuttgart, ce qu'ils font, ils posent des problèmes à tout le monde. Hein. Stuttgart, ça va pas être simple. Hein. Ouais. Bah non. Donc, franchement, faut arrêter de se compliquer la vie, quoi. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Scipion, on va regarder les notes pour enchaîner sur le Paris Saint-Germain très rapidement. C'est vrai que Achraf Hakimi a été celui qui s'est mis le plus en évidence dans cette rencontre-là, buteur. Mais on va le voir, globalement. Voilà, tu te rends compte que la prestation des joueurs parisiens est quand même bien en dessous par rapport à ce qu'ils auraient dû proposer contre ce PSV. C'est ça, en fait, quand on parle de ce projet parisien, il y a toujours, moi, cette idée de me dire, ok, je suis prêt à accepter le fait qu'on passe à un truc sans star, qu'on va développer des talents, et c'est le cas, parce que quand tu vois João Neves, quand tu vois Pacho et tout, tu dis qu'il y a quand même des bonnes pioches, et par contre, à 700, 800 millions d'investissements depuis 2-3 ans, tu es obligé de garder un niveau d'exigence qui est quand même comme ça, et contre le PSV Eindhoven, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On le sait, les problématiques du numéro 9, la finition de Dembélé. Ouais. Dembélé, il a 27 ans. Il va pas avoir une finition comme ça. À chaque fois, c'est lui qui va
conclure les actions et à chaque fois, il y aura cette même frustration et c'est ça qui va rendre dingue les gens, c'est que ça va être lui parce que bah, forcément, il y a des bons passeurs dans cette équipe et il va arriver là, mais il y a des séquences où il tire, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qui lui passe par la tête. Là, c'est un mec qui est vraiment très perturbé, donc c'est vraiment pas normal. Et tu vois, pareil, hein, le même débat sur Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il y a un Fabian Ruiz avec l'Espagne qui a un milieu de terrain extra et à chaque fois que le PSG, t'es déçu, tu rassures ta fin. Alors évidemment, entre Luis Enrique et Luis de la Fuente, ça joue pas de la même façon. Mais là, tu te rends compte que ce gars-là est peut-être pas fait pour le PSG et qu'il faut envisager un autre rôle. Je pense qu'il s'est trompé par rapport à Vitinha d'entrée d'ailleurs. Et bah voilà, notre ami Lee Kang en pointe faux neuf, c'est comme Asensio. Enfin, Lee Kang ou voilà, Asensio en faux neuf en Ligue 1. Ça peut suffire, mais en LDC, même contre un PSG, tu joues à ta portée, bah, tu sais que ce sera pas suffisant. Donc Paris va encore avancer avec ces failles-là. Moi, je suis prêt à être encore une fois patient et tout, mais voilà, il y a des choses qui me dérangent quand même dans cette espèce de fausse exigence, fausse modestie. C'est un club où normalement, enfin, le PSV, il y a époque Zlatan, époque Di Maria, c'était 4-0 rideau, quoi. Là, tu as l'impression que t'as toutes les peines du monde à marquer un but et c'est pas normal. Ça, c'est la résultante peut-être d'un mercato mal géré, mal anticipé. Bah, Ramos, s'il se pète alors que tu as encore 3 semaines de mercato, bah, va prendre un mec en plus. Bah, honnêtement, en plus, tu sais que tu as un Guindré qui est. Bah non, Pipion, il aime pas les purs neufs. Il veut que des faux neufs ou des machins. Il aime pas les purs neufs, le mec. Ça marque pas un pion, les autres joueurs, mais il veut pas de purs neufs. Tu veux que je te dise quoi? Ouais, sauf qu'on est plus en 2012 à demander à Fabregas de faire ce rôle-là. Hein. C'est fini, tonton. Hein. Donc, malheureusement, le football a évolué et moi, je suis pas convaincu. Et ouais, cette histoire de prendre un neuf supplémentaire ou même un neuf, voilà, peut-être pas pur, un mec comme Lookman ou quoi, tu le payes encore une fois, ouais. Ouais. Et par contre, je suis d'accord avec le chat, Pacho, c'est quand même sévère sa note, mais bon. Ouais, c'est Pacho, sévère. c'est pas normal, ouais. Et Dembélé, la vérité, moi, c'est des matchs, ça me saoule tellement que je pourrais lui mettre moins parce que je suis désolé, t'as tellement de loupés, tellement de trucs. Au bout d'un moment, je veux bien, il fait des diffs, oui, il dribble, oui, il percute, mais bon, si ça aboutit jamais à rien, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Donc. Dembélé, la vérité, son match, c'est 2, maximum 3. Je comprends pas comment ça sort. Pour moi, hein, le système de notation, à partir du moment où tu percutes, tu fais des diffs en 1 contre 1 des machins, même si la finalisation, elle est ratée à 90% du temps, tu auras quand même une note passable. Ça va un moment. Si la finalité, elle est dégueulasse, ça nique tout pour moi. Je suis assez d'accord avec vous sur le chat aussi. La note de Pacho, alors j'ai lu l'article des notes des joueurs hier et en gros il t'explique que, enfin dans les notes, hein, il t'explique qu'il a été un peu mis en difficulté par De Jong, mais qu'il a quand même fait une superbe ouverture pour Barcola et qu'il a été quand même propre dans sa relance. Mais il a 4, donc c'est vrai que... Il y a eu quelques interventions aussi où il te fait sentir qu'il est là, quelques trucs, ouais, bon... Ouais, non, 4-4, c'est quand même assez sévère. Bon, messieurs, on va refermer la page PSG. De toute façon, on aura, comme d'habitude, l'occasion de revenir sur les prestations du club de la capitale. On doit aussi quand même dire un mot sur Brest. Brest qui donc fait ce match nul contre le Bayer Leverkusen. Heureusement, ils n'ont pas envoyé les coiffeurs. Hein. Ouais, il y a eu ce débat lundi. Heureusement, quand on vous a dit qu'ils allaient faire leur match, qu'ils n'allaient pas être ridicules, vous ne nous avez pas cru. Je veux pas foutre la merde, mais du coup, Bruce et Canto, je vous laisse vous expliquer. Non, hein, mais il n'y a pas d'explication, tranquille. Mais non, mais il n'y a pas d'explication. Moi, perso, je voyais quand même une victoire de Leverkusen, mais comme j'avais dit dans hors-jeu, j'étais sûr que Brest allait pas être ridicule, tu vois, allait sortir de ce match peut-être avec une défaite, mais voilà, c'est une équipe qui a du cœur. C'est une équipe qui lâche rien, qui a du cœur, et avec cette équipe-là, il peut se passer beaucoup de choses. Tu sens que le groupe vit bien, les mecs ils sont heureux, tu vois Lesmelou, il était absent un moment, là tu vois la reprise, ça se pose pas de questions, puis tu vois même les interviews, tout, les mecs ils sont heureux, ils kiffent leur vie, donc quand vous voulez les priver de Ligue des Champions en mode faut faire tourner, mais les mecs sont tous heureux, tout le monde est heureux, c'est extraordinaire, Brest immense respect, tu te dis ils ont déjà 7 points, oui ils avaient les 2 premiers matchs qui étaient abordables, mais pas grand monde disait ils allaient faire du 6/6, ils ont fait 6/6. Là, ils jouent les Leverkusen, ils arrivent à faire match nul en les regardant droit dans les yeux et en deuxième mi-temps, en finissant bien aussi. Tu vois, limite, tu te disais, en poussant un peu, ils peuvent peut-être même aller chercher la win. Donc, c'est même pas un nul qui est volé en plus, c'est ça qui est fort. Donc, non, la vérité, immense respect pour Brest. Et juste pour dire par rapport à Lesmelou, c'est quand même dingue parce que alors ils se sont un peu trompés sur Canal. Hein. Il était revenu en Ligue 1 contre le Havre, si je dis pas de conneries. Il était rentré. Là, il avait été titulaire contre Rennes et franchement, c'était comme s'il avait jamais été blessé. C'est très ça qui est honnêtement. ouf.
Ah, Vraiment, hein, il était en mode PLM Prime. Mais après, attention, Braque. Contre Leverkusen, il vient te claquer ce but de fou. Parce que les mecs, en général, quand ils reviennent d'une grosse blessure, sur les premiers matchs, t'as l'impression ils sont jamais partis. Et après, souvent, il y a un petit coup de moins bien qui arrive. Enfin, j'ai l'impression que ça s'est souvent vérifié. Mais en tout cas, là, pour le moment, ouais, c'est ouf. En cas de carton jaune en 3 matchs, on a retrouvé le vrai Pierre Lesmelou. Hein. on est sur des gros standards. Donc non, mais surtout que ceux qui ont vu le reportage de Canal+ avec leur boulot qui s'est déplacé du côté de Brest, qui est disponible sur YouTube, Lesmelou l'explique. En gros, pendant que les gens pensaient qu'il était en train de faire des pieds et des mains pour se barrer de Brest, comme ça avait été annoncé dans les médias, en réalité, il souffrait d'une fracture de fatigue. Donc, il n'était pas là en train de traîner son mal-être et de traîner son retour à la compétition, mais bien bel et bien de soigner une fracture de fatigue. Donc, c'est encore plus fort de le voir à ce niveau-là. Non, sinon, pour revenir à... Ah, c'était Daniel Riolo qui l'avait repris, non? Ouais, c'était Riolo. Ouais, je sais plus exactement. Je crois que c'était Daniel Riolo. C'était lui. C'était un peu des bêtises, mais peu importe. Il a répondu sur le terrain en tout cas et pas que dans les médias, Lesmelou. Non, pour ce que j'ai dit lundi, c'est un débat qu'on avait eu déjà il y a un mois et demi, en abordant cette Ligue des Champions, et où moi je posais de base une question presque provocatrice, mais une question qui pouvait quand même avoir du sens. Est-ce qu'une équipe comme Brest ne doit pas faire tourner lorsqu'elle joue des grands adversaires? Après, il y avait ce débat du romantisme, les joueurs se sont battus pour jouer ce genre de rencontre. Il y a le débat de la logique, tu joues face aux meilleures équipes, donc tu mets ta meilleure équipe pour vraiment te tester. Ils n'auront peut-être qu'une Ligue des Champions à jouer dans leur vie. Et j'entends tous ces arguments-là, mais moi je continuais à persister dans une autre direction, à poser des questions. Brest a-t-il l'effectif pour aujourd'hui jongler, être performant en championnat et en Ligue des Champions? Je pense que la réponse est non, mais ça peu importe. Non, je n'ai pas le seum de voir Brest ne pas en prendre 8 face à Leverkusen. Je suis très 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 content parce que c'est une équipe qui travaille très bien. On les a encensés tout le long de la saison dernière. C'est une équipe qu'il aime bien, Quentin, en plus, Brest. Bah oui, c'est ça. Moi, Brest, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je les ai souvent mis très très haut si vous suivez un petit peu hors jeu de manière régulière. Donc non, moi je suis très très heureux pour eux. Évidemment, ma position par rapport aux remplaçants, c'est une position qui est presque provocatrice, mais je me poserais quand même la question, si j'étais coach, je me serais posé la question sincèrement. Donc voilà, je dis pas que je l'aurais fait parce que évidemment c'est un manque de respect au football, c'est un manque de respect envers les supporters, etc. Mais voilà, c'est en tout cas une réflexion à avoir. Ce soir, il y a eu un exploit face à un Leverkusen, une équipe qui certes a été remaniée, mais encore une fois, comme l'a dit Scipion, et c'est ce que je pensais moi aussi, on nous a dit que Brest avait gagné 2 équipes de pipe, c'est vrai, Salzbourg et Sturm Graz ne sont pas les 2 meilleures équipes en Champions League. Pour autant, il fallait arriver à gagner ces matchs-là, ils l'ont fait. Le Bayer Leverkusen a eu beaucoup de joueurs cadres qui n'étaient pas là ce soir ou étaient sur le banc. Mais pour autant, il fallait quand même arriver à faire un match nul ou à ne pas perdre. Et Brest l'a fait encore une fois. Donc, il va falloir arrêter peut-être de, oui, effectivement, minimiser sans arrêt les exploits de cette équipe de Brest. C'est grand, ce qu'ils font, très très grand. On rappelle qu'en plus, ils jouent même pas dans leur stade, ils sont même pas chez eux. Donc bon, même s'il y a quand même la ferveur populaire, on la retrouve, mais ils sont même pas dans leur propre terrain, ils ont même pas leur marque, leur repère, marque repère. Et pourtant ils arrivent à performer. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui se positionne et qui il va pas leur manquer grand chose pour être barragiste déjà avec 7 points. Donc voilà. Bravo à Brest, bravo à Lille, bravo à Monaco encore une fois, et au PSG aussi, mais dans une autre mesure parce qu'on les attend différemment. Mais bravo à nos équipes françaises qui franchement nous régalent. Ok. Pipion, on va avancer, à moins que tu aies envie de dire un truc que tu veux vraiment nous dire sur ce match-là, mais... Non, les 2 camarades ont très très bien résumé ce que je pense de Brest, je continue de le dire et tout, et certains disent ouais mais les Leverkusen et tout, ils ont mis l'équipe bis, enfin t'as vu l'équipe bis, t'as Nathan Tella, Hoffman, Palacios, des mecs qui sont titulaires dans 90% des clubs de Ligue 1, qui ont des salaires... aussi, hein. Ouais, franchement, des mecs qui étaient titulaires l'an dernier, donc non, franchement, faut pas minimiser ce qu'a fait Brest encore une fois, c'est remarquable, et pour eux, je suis très très content que l'apprentissage de la LDC, ça passe par ces 7 mois en 9 matchs, et mine de rien, voilà, dans 2 semaines, il y a le déplacement au Sparta Prague, où si tu fais un résultat, là, tu peux clairement envisager d'être déjà, pourquoi pas, dans les barrages, donc ce serait assez ouf après 4 matchs, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, merci Pipion, et les gars, on va se regarder, Poineau, si t'es prêt, le classement.
On va parler des autres matchs, bien sûr, mais là, c'est plutôt pour faire un point sur la position des clubs français. Ah bah, ils sont bien. Bah ouais, non, mais justement, c'est quand même assez. Tu peux zoomer ou voyez, merci, poto. Le Stade Brestois dans le top 8, 5e. On descend un petit peu plus bas et on retrouve le LOSC avec 6 points, qui a donc battu les deux clubs madrilènes, ce qui est juste énorme. Le Paris Saint-Germain, 19e avec 4 points. L'AS Monaco aussi dans le top 8. Ça se passe super bien pour les clubs français. Et puis, moi, ce que je voulais souligner, c'est que finalement... Je peux même pas tailler Paris. Non, mais c'est ça. Milan, ils sont même pas barragistes, wesh, pour le moment. Écoute, c'est exactement par pour hasard, ça que... C'est exactement pour ça que je voulais qu'on regarde un peu le classement, parce qu'on se rend compte que oui, c'est vrai que c'est pas beau ce qu'on voit du PSG en Ligue des Champions dans ce début de saison, mais tu es quand même devant des clubs comme le Bayern, comme Milan, voilà, comme l'Atlético. C'est dire que c'est pas facile pour tout le monde que cette phase de Ligue, concrètement, on est loin encore d'avoir vu le dénouement. Donc le PSG, certes, c'est pas beau, mais... Bon, il y a encore du chemin. Mais il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Il y aura pas mal de surprises. Et ça, c'était conditionné par rapport au calendrier et au tirage. Pour moi, dès que j'ai vu le tirage du PSG... Et la découverte aussi. Non, mais je veux dire, j'ai vu le tirage d'Aston Villa. Moi, j'avais mis Aston Villa top 8, peut-être même top 4 tranquille. Parce que, vu leur calendrier, en plus, un peu de réussite, ils ont battu le Bayern et tout. Et du coup, pour moi, ils ont déjà fait le plus dur. Et je les voyais, tu vois. Le PSG, je les voyais absolument pas top 8 par rapport à leur calendrier. Et ainsi de suite. On va pas se mentir. Il y a des équipes qui ont eu un peu plus de chance au tirage. Et puis, peut-être, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, le fait qu'il y ait 8 matchs. Puis bon, il y en a qui ont une cadence de fou avec les différents championnats et tout, ça peut créer des différences à droite à gauche. Et puis aussi, mine de rien, il y a beaucoup d'équipes un peu surprises à l'image de nos clubs français, tu vois, des équipes qui posent des problèmes à droite à gauche. Donc voilà, à ce niveau-là, pour le coup, c'est quand même assez intéressant parce que il y a pas mal d'équipes, comme tu l'as dit, Milan, l'Atlético, qui sont même pas dans les barragistes pour le moment. Donc voilà, il y a forcément pas mal de choses qui vont se passer avec le temps, même si ça risque de rentrer dans l'ordre petit à petit. Mais le top 8, en tout cas, risque d'être assez surprenant et il risque d'y avoir des affiches au niveau des barrages assez ouf. Ça risque d'être assez dingue. Je pense que dans les 3 blocs, il y aura des surprises, ça c'est sûr. Quanto, j'avais mis Atlético top 1, moi, mais je crois que... Ah oui. Je crois que pour le coup, je suis passé à côté de ma prédit là, je crois. Mais ils avaient un bon calendrier, l'Atlético. Ouais, le calendrier était génial, mais il y a eu les... clairement en train de se flinguer. Hein. C'est ça, il y a eu les contre-performances 2 fois en 2 semaines. Donc, Leipzig, 0 points aussi. Leipzig, c'est la sauce. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder toutes les équipes qui n'ont toujours pas marqué de but. Et finalement, il y en a quand même beaucoup. On est après 3 matchs. T'as Salzbourg, t'as les Young Boys, t'as le Shakhtar, t'as Bologne qui n'a toujours pas marqué le moindre but. Donc, dis-toi que quand tu regardes vraiment les disparités sur ce classement, des équipes qui encaissent beaucoup de buts, des équipes qui n'en ont pas marqué, puis tu regardes l'écart par exemple, l'écart entre le 16e et le 23e, mine de rien, tu as déjà 3 points d'écart. Et 3 points d'écart, c'est une victoire. Enfin, je veux dire, t'as des équipes qui, même en gagnant, ne vont pas faire un bond de fou vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, on a l'impression que tout est compact parce qu'on a eu que 3 journées. Mais malgré ce fait-là, on a quand même déjà beaucoup d'écart et des équipes qui sont derrière, si elles ont la prétention de remonter en haut, il va falloir bûcher très rapidement parce que sinon elles auront des sites qui seront dégueulasses, quoi. Par contre, les clubs anglais, ils sont peinards. Eux, tu regardes leur classement et tu vois Arsenal, eux, ils sont aux portes et tout aussi du top 8, mais les clubs anglais, eux, ils sont pas mal. Tu vois le top 3 et tout. Ouais. Pour eux, c'est la première Ligue B. Hein. Ouais, mais il n'y avait pas trop de doutes sur les clubs anglais. Moi, je crois que j'avais mis les 4 clubs anglais top 8. Je sais pas, ça paraissait évident. On verra avec le temps, il y aura peut-être des surprises, mais bon. Pas de souci, on fera le point aussi sur les prédits, bien entendu. Peut-être un petit point à mi-parcours avant l'hiver, avant la trêve hivernale. Messieurs, avant de conclure l'émission, il faut quand même parler de quelques autres matchs qu'il y a eu. Je pense, Pipion, qu'on peut revenir sur ce Real Dortmund tout de même. Dortmund qui mène face au Real, et puis le Real qui nous fait une nouvelle Real qui retourne complètement la situation, et puis un homme qui a été stratosphérique, Vinicius. Non, il a fait son match aussi. Il rigole, là, je troll. Je sais que tu trolles, je sais. Mais oui, en effet, Vinicius, incroyable. À quelques jours, normalement, de recevoir son ballon d'or, il a rappelé que c'est un mec de grand rendez-vous, et c'est pour ça que c'est un joueur qui est un petit peu spécial, c'est qu'il adore ces moments-là où il fait totalement partie de ce fameux ADN Real, où il peut garantir une victoire à tout instant à son équipe en étant époustouflant. Alors c'est vrai que l'action, il remonte 70 mètres. Merci à Soule et Emre Can. Franchement, on sent que là...
C'est un petit peu difficile pour les deux vieux pères, mais par contre, le troisième qui met avec ce crochet et tout, qui est dévastateur, qui est absolument génial. Donc, non, voilà, le Real a compté, je trouve, comme je l'ai dit, c'est ce qu'a fait Nouri Sahin, c'est c'est tirer une balle dans le pied, tout Mhm. simplement. À la 55e minute, tu sors un attaquant pour faire entrer un défenseur, alors que tu domines, que tu es bien, que ton Bino Gittens, il N'importe perturbe en quoi. plus le Real et tout. Et bah, c'est une erreur d'entraîneur qui débute en Ligue des Champions, malheureusement. Sauf que l'erreur, bah, elle est fatale parce que ton bloc il est totalement déstabilisé. La défense à 3, Anton ne s'est jamais trouvé avec les autres. Et derrière, tu ressortais aucun ballon. Et les vagues et les vagues et les vagues, bah ouais, quand c'est le Real en face et que tu as tellement de talent, bah forcément, ça finit par plier. Et tu sais que dès le premier but, ça allait finir par remonter. Enfin, on le connaît tous, ce genre de scénario. Sauf que des fois, tu sais, c'est le Real qui voilà, provoque ce petit coup de pouce. Mais là, vraiment, j'insiste, le Dortmund, les 50 premières minutes, elles sont parfaites. Et honnêtement, il gêne. L'action de Guirassy pour servir, Ouais, elle est belle. elle est géniale. La Malen, ouais. lucidité, l'attaquant et tout. J'ai trouvé que voilà, comment il s'appelle, Brandt faisait pareil un match parfait. Et honnêtement, c'est vraiment beaucoup de regrets parce que Dortmund, bah, l'an dernier, la finale de LDC, ils avaient été malheureux parce qu'ils n'étaient pas chirurgicaux dans leur finition. Là, ils l'ont été. Et là, tout d'un coup, bah, tu décides de bousculer toutes tes plantes, tes joueurs sont pas à l'aise. Et bah, en face, les mecs, ils en profitent. Et ouais, Vinicius a été énorme. Voilà, il a envoyé un triplé. C'était époustouflant. Donc, encore Ah, une de ces ça soirées. fout des frissons encore. Non, mais tu sais comment ils sont à Madrid et tout. On sait ce type de scénario. Mais là, j'insiste, le sabotage de Nouri Sahin, c'est Hmm. un petit peu criminel, ouais. Ouais, non, j'entends. Bruce, peut-être un petit mot, on te le laisse comme d'habitude hein, sur Milan, victoire 3-1 contre Bruges. Ça fait du bien? Fait du bien, mais c'est pas très rassurant, je vais pas te mentir, parce que tu fais une Ouais, j'ai première. vu que t'étais pas emballé plus Ah que non, ça. mais le début de match, ils en prennent deux. Merci Maignan et merci à Bruges de croquer, de mal jouer les coups, parce qu'ils peuvent en mettre deux au bout de 10 minutes, hein. Il y a des Hmm. vagues d'occasions. Milan arrive absolument à rien. Après, bon, tu finis par ouvrir le score avec un peu de réussite sur un corner de l'homme providentiel de Milan, Pulisic. Voilà, après, tu as une expulsion que provoque Reinders. Là, tu te dis, tu mènes un 0, tu es chez toi, tu es à 11 contre 10. Bon, la deuxième mi-temps, ça va être une formalité, mais pas avec ce Milan-là, bien sûr, puisque tu te fais égaliser assez rapidement derrière. Ensuite, il y a Fonseca qui prend ses responsabilités, qui se décide de faire des changements et de sortir notamment les AO. Et derrière, dans la foulée, Milan, ça se passe bien mieux, parce que tu as Chukwueze et notamment Okafor qui apporte le but sur Reinders. Après, Chukwueze pour Reinders, soit les changements ont fait du bien, mais honnêtement, non, c'était un Milan qui était catastrophique. Heureusement que tu as 11 Hmm. contre 10. Et voilà, il faut se poser des questions à Milan, parce que là, c'est un match où tu étais parti potentiellement pour même pas le gagner et te retrouver en 4 matchs, 0 victoire, parce que derrière, en sachant que le prochain match, tu vas au Real, il y a moyen que tu prennes une valise. S'ils affichent le niveau qu'ils ont montré là contre Bruges, tu prends une valise au Real, hein. Tu peux en prendre 4 ou 5, je te le dis, hein, vraiment. Donc voilà, ce Milan-là, tu sais jamais à quoi t'attendre. Parfois, ils te surprennent un peu comme contre l'Inter ou la deuxième mi-temps qu'ils avaient fait contre Leverkusen. Et parfois, et même souvent cette saison, malheureusement, ça peut être assez cata. Et voilà. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. J'aime bien le truc de Fonseca, même si c'est loin d'être parfait depuis le début de saison. Mais il n'hésite pas à mettre les AO sur le banc, à sortir les AO par moment. Moi, perso, comme je le dis depuis un petit moment, je suis un peu saoulé par son état d'esprit, etc. Oui, il va faire des Il y est diffs. plus? C'est quoi le problème? Bah Il est oui, il va plus, faire des diffs, tu sais, il y a un peu une guéguerre, même chez les supporters de Milan, il y en a, ils défendent les hauts, d'autres qui en ont un peu marre. Moi, perso, je suis un peu plus du côté de ceux qui en ont marre depuis un moment, ce que je le dis. Pour moi, c'est absolument pas un joueur de collectif. J'ai vu ce que j'avais à voir sur les hauts. Oui, individuellement, il peut te faire des diffs de malade et te plier un match à lui tout seul. Mais quand il n'est pas décisif, bah voilà, tu sais que défensivement, il va être très peu concerné, il va être nonchalant et tout. Donc moi, il a tendance un peu à m'énerver, je vais pas te mentir. Surtout, il souffre de la comparaison d'un mec comme Pulisic qui fait une bête de saison, qui est irréprochable depuis qu'il est à Milan, qui est moins talentueux, qui a moins de facilité. Mais le mec, il est décisif quasi à tous les matchs. Et lui, il est irréprochable niveau état d'esprit. Donc c'est plus son état d'esprit, moi, qui me dérange. Hmm. Et voilà, il lui manque ce truc-là pour être un très gros joueur. Tu vois, là, c'est juste un bon joueur, très bon joueur. Mais c'est pas un gros joueur, en fait, Léo, pour le moment. Voilà mon avis. Je comprends. Je comprends. Ok, très bien. Messieurs, on a essayé d'être le plus complet possible. Si vous avez profité de ce débrief avec nous sans avoir regardé les résumés, quelques petits résultats comme ça à la volée. Liverpool, du coup, s'est imposé. Darwin Núñez, buteur ce soir, 1-0 face à Leipzig. Manchester City, on a collé 5 au Sparta Prague. Hein, voilà, doublé d'Haaland, but de Foden. Il y a John un but, il y a un but à John la Stones a Ibra. encore marqué. Oui, Il y a un but oui, à de la Ibra Haaland. qui met à Land. Je vous conseille d'aller le voir, il est assez fantastique.
Incroyable, ouais, je l'ai vu, il traîne un peu sur Twitter. L'Inter s'est imposé 1-0, but de Marcus Thuram en toute fin de match, 90 plus 3. Donc ça s'est décanté à la toute fin. Et puis Benfica qui perd face au Feyenoord de Rotterdam. Donc voilà, défaite pour les benfiquistes. On suivra bien sûr la suite de cette phase de ligue dès que ça reprendra, c'est-à-dire, il me semble, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça. De bêtises. 2 semaines. J'ai pas de messieurs, diète, avant... moi. Je comprends. Real Milan, je te dis, je suis pas bien. Alors avant de se quitter, messieurs, on va regarder juste les cotes pour les clubs français qui vont jouer en Europa League demain. Donc 2 matchs qu'on a isolés. Ferencváros-Nice et Lyon-Beşiktaş. Oh Pipion, c'est pour toi, ça dit nous tout. Ouais, le côté à 1,56 quand même dans ce match-là. Ça se passe plutôt bien pour l'OL en ce moment en Europe. Et donc l'OGC Nice à 2,35 à l'extérieur. Pipion, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ces matchs-là? Non, bah il y a 2 parcours un petit peu parallèles avec l'OL qui peut faire un vrai perfect. 3 sur 3, 9 points pris en ayant des adversaires, un déplacement compliqué aux Rangers, Beşiktaş qui est pas évident, mais en vrai je sens plutôt bien pour l'OL. Et Nice, malheureusement ils ont pris une volée contre la Lazio, ils sont à 1 point sur 6. Donc là ce serait de bon ton de gagner. Je sais qu'il y a quelques retours pour Francaise, donc à voir. Mais l'état d'esprit contre Paris et contre Nantes, voilà, il y était. Je pense qu'ils peuvent aller faire un résultat en Hongrie, ouais. Ok. Messieurs, on va se quitter sur ça. Bien sûr, vous retrouverez toutes les autres cotes sur l'application ou sur le site Winamax. On se retrouve lundi pour une émission explosive avec le débrief de tous les gros matchs du week-end. On parlera bien sûr du Classico, on parlera bien sûr d'Arsenal-Liverpool. On va même parler forcément du classique. Quanto, t'y crois de plus en plus pour le classique ou pas? Écoute, j'ai appris que j'y serais déjà, donc j'ai hâte. Donc voilà, j'ai envie d'aller au stade, j'ai envie de voir le match et j'ai envie de kiffer. Bon, je suis un infiltré, je suis chez moi à Marseille. Je rigole. Je suis infiltré chez moi si tu veux. Je te taquine. Non, mais si j'étais parisien à Marseille, à la limite, je serais infiltré. Mais là, je suis marseillais à Marseille, donc bon, je vois pas trop l'infiltration. Je te taquine, t'inquiète. Très bien, tu nous raconteras ça, bien entendu, lundi. Merci Bruce. Merci les gars. Merci Pips. Merci Braque, merci à tous. Et merci Clark. Et merci à toi, merci à vous d'avoir suivi aussi tard. Au top, merci à vous, ouais, tout à fait, de nous avoir regardé. Et puis on se dit à lundi. Ciao les amis. Ciao les fraudes.